Alors, la première chose que l'on fait, c'est ce qu'on appelle un diagnostic par l'enregistrement du sommeil. Ça s'appelle une polysomnographie. Alors, elle peut être de deux types, soit ambulatoire, soit faite à l'hôpital. Si elle est ambulatoire, le patient prend l'appareil, on lui pose les électrodes, et il va dormir à la maison avec, et il revient le lendemain matin. Et on a la donnée qui a été enregistrée dans une petite disquette, on va pouvoir lire sur l'ordinateur ce qui s'est passé pendant la nuit de sommeil. La deuxième technique est l'enregistrement du sommeil fait à l'hôpital, où là il y a beaucoup plus encore de capteurs, et notamment les capteurs cérébraux pour voir les ondes de sommeil. Elle est plus complète, mais aussi plus onéreuse pour la sécurité sociale et également beaucoup plus difficile à obtenir puisqu'il y a des listes d'attente des fois de 3 à 6 mois pour avoir un enregistrement complet du sommeil. Et ça nous va nous permettre de savoir combien il y a d'apnées du sommeil, quel est leur risque, quel est leur retentissement sur la baisse d'oxygénation en même temps que les apnées, les pics de tension artérielle pendant le sommeil, les risques notamment d'arythmie cardiaque, les gens vont s'arrêter de respirer et on va avoir pile à ce moment-là un problème de cœur qui s'emballe, qui accélère. Et ces problèmes aussi de baisse d'oxygène vont avoir des conséquences puisqu'on voit à ce moment-là les stades de sommeil qui évoluent en fonction de ces apnées. Donc on comprend très bien qu'à la suite de cet enregistrement du sommeil, on a une sorte de diagnostic de la sévérité du type d'apnée du sommeil en question. Si on a par exemple plus de 30 apnées et hypopnées par heure, on considère que ces apnées et hypopnées sont déjà assez sévères et que de ce patient va devoir bénéficier de ce qu'on appelle une ventilation nasale par masque nasal posé sur le nez avec une sorte d'air comprimé qui est propulsé dans le nez et les bronches. Et ça s'appelle une pression positive continue, une PPC. Cet appareil va lui permettre donc d'éviter pendant la nuit de faire des apnées du sommeil et pour lui éviter, bien entendu, de faire des accidents cardiaques beaucoup plus graves. C'est un petit peu comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête du patient pendant son sommeil et puis quand on lui enlevait l'épée de Damoclès pour lui éviter d'avoir un risque d'accident cardiaque pendant son sommeil. Alors, quels sont les effets qui font que cet appareil n'est pas toujours toléré? C'est par exemple, il entraîne des allergies au niveau du nez, on a des petites rougeurs le long des deux ailes du nez. Le patient, des fois, a du mal à s'adapter, disons, à la pression qui lui est envoyée. C'est un petit peu comme si vous étiez en plongée sous-marine et que vous avez une sorte de masque pour respirer sous l'eau, et que la bouteille vous envoie régulièrement à un rythme donné des sortes de pression d'air. Donc vous devez vous habituer à rythmer votre ventilation. Alors des fois maintenant, ce qu'on appelle des pressions positives autopilotées, c'est-à-dire qui suivent la respiration du malade, mais ce n'est pas tout à fait aussi physiologique, c'est-à-dire aussi naturel que ça pourrait l'être. Et donc, une partie des patients acceptent, si vous voulez, d'avoir une sorte de, entre guillemets, prothèse sur le nez toutes les nuits, qu'ils vont devoir garder à vie, qu'ils vont devoir emporter avec eux en vacances, qu'ils vont devoir emporter lorsqu'ils se déplacent chez des amis ou de la famille, qui est très efficace et bénéfique pour leur santé, mais qui est une contrainte. Et donc, lorsqu'il y a une acceptation de cette contrainte, c'est tant mieux. Lorsque cette contrainte est mal acceptée, et ce qui est la moitié des patients, il faut compter à peu près la moitié des patients qui n'acceptent pas cette contrainte au long cours sur une longue période, eh bien, au bout d'un certain temps, on est obligé donc d'arrêter cet appareil de PPC et de lui proposer d'autres solutions. Il est possible de lui proposer un appareil dentaire qui s'appelle une prothèse ou une orthèse dentaire, qui est une sorte d'appareil en plastique ou en caoutchouc que l'on met dans la bouche, qui va entraîner ensuite une sorte de propulsion vers l'avant de la mâchoire inférieure. L'intérêt de cette propulsion vers l'avant, c'est qu'elle propulse aussi la langue vers l'avant et qu'elle évite que la langue bascule vers l'arrière avec une sorte de blocage de des voies aériennes postérieures, donc notamment qu'elle entraîne des apnées. Donc, grâce à cet appareil, le patient, s'il ronflait principalement par sa langue, ne va plus ronfler par cet endroit et surtout va diminuer ses apnées. Le seul problème, c'est que ce n'est pas le seul endroit responsable des apnées. Si ce n'était que la langue qui était responsable, ce serait impeccable. Mais il y a deux autres obstacles responsables des apnées du sommeil et des ronflements, qui sont les blocages ou obstructions nasales, c'est lorsqu'on a un blocage des voies respiratoires dans le nez, ou la deuxième cause d'obstruction, c'est également ce qu'on appelle le voile du palais et l'aluette, c'est-à-dire l'arrière de la gorge. On voit une petite sorte d'appendice qui tombe
du vol du palais en arrière de la gorge, c'est ce qui fait une sorte de battant de cloche au fond de la gorge. Ceci, l'aluette, est responsable aussi des apnées et des ronflements. Ce bruit-là, par exemple, est directement lié au voile du palais. Or, il se trouve que ce ronflement est là, est le plus fréquent au niveau du bruit. Si simplement on se place sur le plan de la gêne sonore, c'est lui qui est le principal responsable du bruit. Donc dans ce cas-là, on est obligé de proposer d'autres solutions. Et ces solutions, anciennement, avant, on opérait beaucoup par chirurgie au bloc opératoire, c'est-à-dire on prenait un scalpel et un bistouri et on coupait les obstacles qui étaient en trop. Le seul problème, inconvénient majeur, c'est que ça provoquait beaucoup de saignements et de douleurs. Et surtout, les risques d'anesthésie générale n'étaient pas toujours négligeables chez des patients, souvent cardiaques ou un peu fatigués. Donc, on hésitait un petit peu avant de passer à ces gestes très très douloureux pour le patient. Aujourd'hui, on a heureusement à notre disposition des appareils beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à utiliser qui sont le laser ou la radiofréquence. Et dans ces deux cas, on a une possibilité pour le patient d'avoir un résultat tangible à la fois sur les ronflements et sur les apnées. Alors, comment on utilise ces appareils? Ils sont utilisés sous anesthésie locale, dans ces cas-là. C'est un peu comme chez le dentiste. Le patient vient un peu comme pour une consultation. On lui vaporise avec un spray anesthésique le fond de la gorge et l'intérieur des fosses nasales. Et on va pouvoir endormir ces deux zones grâce à ce spray qui va permettre de travailler, d'enlever avec le laser, si c'est avec le laser qu'on utilise, la partie qui est en trop, qui vibre et qui provoque l'obstacle, l'obstruction des voies aériennes. Et ceci se fait par exemple en une dizaine de minutes pour le voile du palais, se fait en 5 à 10 minutes maximum pour le nez, ce qu'on appelle les cornets, c'est des muqueuses généralement obstructives au niveau du nez, surtout chez les fumeurs ou les gens exposés à beaucoup de poussière ou de pollution. Et donc, dans ces cas-là, lorsqu'on a ces deux obstacles qui sont responsables des ronflements et des apnées, eh bien, on arrive à les traiter de façon simple et efficace et rapide surtout, parce que le patient peut retourner tranquillement, vaquer à ses occupations, aller travailler ou retourner au travail. Le seul inconvénient pour le voile du palais, c'est qu'il devra faire attention de ne pas consommer d'alcool par la suite, parce que il risque d'avoir dans ces cas-là de violentes douleurs s'il prend un verre de vin. C'est un peu comme si vous aviez une plaie et que vous mettiez de l'alcool dessus, ça va immédiatement faire mal. Ben là, imaginez qu'il y a une plaie au fond de la gorge et que l'on mette de l'alcool dessus, ben, vous pouvez imaginer que ça va immédiatement provoquer une douleur importante. Donc, il est important que le patient s'abstienne d'alcool pendant les jours qui suivent. Et comme il va avoir une petite douleur d'angine pendant les jours qui suivent, mais il faudra prendre, bien entendu, des traitements comme de Doliprane ou d'Isentalvic, des médicaments antidouleurs qui vont le calmer et le soulager. Pour l'opération du nez, elle est totalement indolore avant et après l'intervention. Le seul petite précaution à prendre, c'est de ne pas aller se baigner à la piscine ou à la mer dans les jours qui suivent, donc ne pas le faire avant de partir en vacances, par exemple.